Bonjour, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Comment allez-vous? Euh, alors, mettez-moi dans le chat si le son, l'image, c'est OK pour vous. Est-ce que tout est OK? Arnaud, il dit oui, OK, top. Parfait, dit Sylvain. OK, go France. OK. Ok, super Cathy, parfait. Ok, bah écoutez, super. Super. Ok. Alors, aujourd'hui, on va parler donc de l'offre écotouristique et vraiment, je vais l'aborder selon l'angle de l'entrepreneur, du chef d'entreprise, de celui qui porte l'offre. Parce qu'il y a plein de façons d'aborder une offre écotouristique. On peut l'aborder par le biais de la destination, on peut l'aborder par la problématique du gestionnaire de site, etc. Donc là, aujourd'hui, on va vraiment faire une approche pour quelles sont les questions que je me pose quand je veux entreprendre en écotourisme, quand je veux créer un projet en écotourisme, donc quand je veux créer un produit, parce qu'il crée un projet en écotourisme, on crée un produit en écotourisme, et quels sont les éléments dont je dois tenir compte finalement. Alors, vous êtes d'horizons vraiment diverses, d'accord. Il y a ceux qui veulent créer un écologe, il y a ceux qui veulent se développer dans le numérique responsable, il y a ceux qui veulent développer des jeux touristiques pour valoriser l'écotourisme, il y a ceux qui veulent faire de l'accompagnement, il y a ceux qui sont en reconversion professionnelle et qui veulent aller vers l'écotourisme, et je crois bien que c'est Eric qui est dans ce cas. Il y a ceux qui veulent créer une offre de séjour éco-responsable. Donc, c'est pour vous dire que vous êtes vraiment dans des catégories différentes et qu'à un moment, il faudra affiner donc par rapport à votre problématique et aller plus dans le sens de ce que vous voulez chercher. Et vous verrez donc, je vais vous proposer toute une démarche qui peut vous permettre, en tout cas, qui peut vous permettre d'avancer sur cette idée de projet. Alors, d'abord, j'ai envie de vous poser cette question en tant qu'entrepreneur. Quand on décide, n'est-ce pas, d'entreprendre un projet, il y a des étapes. Des étapes qui sont préalables au démarrage du projet même, mais qui sont aussi importantes que lorsqu'on est dans la mise en œuvre du projet. Et j'aimerais que vous me mettiez dans le chat où vous êtes par rapport aux étapes que je vais vous énumérer. Pour avoir accompagné des milliers d'entrepreneurs à l'échelle de la planète, eh bien, j'ai bien vu qu'il y avait des processus et que dans ce processus, les étapes étaient extrêmement importantes et qu'à chaque fois qu'on brûlait des étapes, eh bien, les conséquences et les résultats n'étaient pas du tout les mêmes. Donc, la première étape, c'est celle où j'ai besoin de me nourrir, c'est-à-dire j'ai une idée de projet, peu importe la catégorie, ça c'est vraiment valable pour toutes les catégories, j'ai envie de dire. Et au début, eh bien, je vais avoir besoin de me nourrir d'informations, d'échanges, d'inspiration, d'idées pour voir, eh bien, voilà, quelle est ma niche, comment je vais pouvoir naviguer, quel est le chemin à parcourir et comment je vais pouvoir m'évaluer dans ce chemin et commencer à m'organiser, à me structurer. Et donc, cette première étape que j'appelle cette étape de se nourrir, d'accord, pour commencer à avoir une vision plus claire de ce à quoi on aspire, de ce qu'on a envie de mettre en place et de pourquoi on a envie de le mettre en place, ça va clarifier nos idées, ça va augmenter notre vision, ça va renforcer
aussi toute notre capacité à prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est une étape à part entière. Et c'est une étape qui demande que l'on s'en occupe et que l'on y consacre du temps. Et elle est essentielle parce que tout ça, ça va faire partie des bases, du socle, des racines sur lesquelles vous allez construire votre projet. Et cette étape peut durer de quelques mois à quelques années pour certaines personnes, selon là où vous êtes, dans la maturation et dans ce qui se passe aussi dans votre vie, parce qu'un projet, c'est aussi ce qui se passe dans notre vie et qu'on a envie d'exprimer à un moment ou à un autre différemment. La deuxième étape, c'est l'étape qui suit celle-là, et cette étape, c'est celle où on va aller chercher du conseil, de l'accompagnement, de la structure et du positionnement, parce qu'on a passé cette étape de recherche, la première, et que maintenant on est dans comment je vais préciser ma démarche, comment je vais préciser la manière dont je vais mettre en œuvre mon projet, comment je vais financer mon projet, comment je vais l'organiser, le structurer. Et ça aussi, chaque étape de la mise en place du projet, eh bien, nécessite un parcours et donc nécessite, j'ai envie de dire, une nourriture bien précise pour, encore une fois, construire sur du solide, mais construire aussi chaque étape en créant de la valeur au sein de cette étape pour qu'elle puisse propulser l'étape suivante. Et là, on va être vraiment dans cette précision de la démarche, dans notre accompagnement et dans la mise en œuvre du projet. Alors, j'aimerais que vous me mettiez dans le chat où vous êtes par rapport à ces étapes, parce que chaque étape a un objectif et un résultat qui va être différent, et que si on mélange toutes ces étapes en même temps, eh bien, justement, on peut passer beaucoup de temps à réfléchir à son projet. Et puis même quand on a réfléchi, dans la deuxième partie du parcours, eh bien, on peut en effet passer par plein de difficultés, de déceptions, de rattrapage, etc., qui font que eh bien, le chemin devient long, compliqué, et quelquefois, pour certains, il devient même douloureux. Donc, ces deux étapes sont extrêmement importantes et moi, j'accorde énormément d'importance à ça parce qu'en réalité, quand on clarifie ces deux premières étapes, eh bien, la suite est beaucoup plus simple et on arrive à des résultats beaucoup plus puissants, beaucoup plus viables, beaucoup plus durables par rapport au projet. Alors, ce que nous avons mis en place pour vous, et je dis nous parce que le travail que je vous fournis aujourd'hui n'est pas, bien sûr, c'est mon expérience, mon expertise, mais je ne pourrais pas faire tout cela sans toute une équipe qui me suit, sans Pascal qui était avec moi juste à l'instant voilà, pour organiser ma salle, voilà, sans toutes les personnes qui sont dans mon entreprise aujourd'hui pour me permettre justement de donner un contenu de valeur. C'est toujours un travail d'équipe. Quand on est un entrepreneur, en tout cas, et qu'on veut être, que ce soit dans l'accueil, dans l'accompagnement, voilà, dans la création de destinations ou de séjours, c'est des projets, au fait, complexes. Je dis bien complexe, ce qui ne veut pas dire que c'est compliqué, mais ça veut dire que voilà, c'est tout un écosystème à mettre en place. Donc, moi, j'ai mis aujourd'hui pour vous un écosystème de masterclass pro mensuel pour entrepreneurs et pour décideurs. Vous pouvez assister aux deux si vous voulez. Donc, mais aujourd'hui, on a vraiment voilà, des masterclass pour les entrepreneurs et des masterclass pour les gestionnaires de territoire. Et donc, vous avez 3 masterclass. Donc, ça se déroule sur un cycle. La première, celle à laquelle vous assistez aujourd'hui. La deuxième, c'est une fois qu'on sait qu'on a une offre ciblée, c'est pourquoi cette offre elle va passer de ciblée à valeur ajoutée. Et pourquoi, quand on crée une offre à valeur ajoutée, on fidélise la clientèle. Et vous savez que c'est extrêmement important de fidéliser une clientèle. C'est beaucoup plus simple de recevoir régulièrement des clients fidèles que d'aller chercher constamment des clients. Le poste qui coûte le plus cher pour une entreprise, quel que soit le statut, la forme et la taille, c'est d'avoir tous les jours d'aller chercher, de faire de l'acquisition de
clients. Donc, une fois qu'on a des clients, la question est qu'est-ce que je fais pour les fidéliser? Qu'est-ce que j'ai fait pour en faire des fans de mon produit? Et Dieu sait qu'en écotourisme, eh bien, j'ai envie de dire, en tout cas dans le domaine du voyage, du séjour, c'est le domaine où on peut fidéliser une clientèle plus que jamais. D'accord, parce que c'est aussi un domaine qui est de l'ordre du rêve, qui est de l'ordre de partager une passion, qui est de l'ordre de découvrir, de se faire du bien. Voilà, c'est chargé de bien-être, de bonheur et d'émotion. Donc, on a du contenu pour fidéliser cette clientèle, mais il faut y penser en amont, c'est-à-dire avant même de rentrer dans la structuration de votre offre. Et enfin, la dernière masterclass du cycle, c'est vraiment cette offre écotouristique, comment elle peut être un élément de différenciation à l'échelle de votre destination par rapport à vos concurrents. Je dirais même comment sortir de la concurrence grâce à votre offre écotouristique ciblée et à forte valeur ajoutée. Tous les mois, vous aurez aussi, vous avez déjà un article et à partir de juillet, tous les mois, j'ai une série d'interviews, aussi bien d'entrepreneurs que d'acteurs, que de décideurs, que de financeurs, qui vont en effet vous apporter des clés supplémentaires pour vous permettre d'avancer. Donc l'idée, eh bien, mon idée est simple, c'est vraiment voilà, de prendre le temps de nous connaître, de comprendre ce que je fais, de me permettre de comprendre ce que vous faites. Et puis après, bon, on verra si on peut faire le pas suivant ensemble ou pas, et si on a un coup de cœur ensemble. Et ce n'est pas tout, en fait, je vous propose aussi des rendez-vous stratégiques, donc avec moi ou avec un membre de mon équipe, de 45 minutes qui vous sont offerts. Et ces rendez-vous ont vraiment pour objectif, d'abord, de vous connaître, de savoir qui vous êtes, ce que vous faites, et de voir, eh bien, justement, où vous êtes par rapport à l'étape de votre parcours, de votre projet, de l'organisation de ce projet et quelle est la meilleure solution pour vous finalement. Donc voilà, et il n'y a aucun engagement. L'idée, c'est vraiment de vous rencontrer et de comprendre où vous en êtes. Et mes premières questions sont pour vous. Alors, bien sûr, il y a ce que vous m'avez échangé sur la petite fiche quand vous vous inscrivez, mais quelle est votre vision de votre projet? La première question que je vous pose, c'est que construisez-vous? Au fait, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place? Que vous soyez en transition, en cours de projet, que vous avez une idée, vous avez déjà un terrain, vous pensez déjà à un lieu d'accueil, vous voulez accompagner, etc. Que construisez-vous autour de ce projet? Comment avez-vous réfléchi au comment? Avez-vous réfléchi au pourquoi? Quel est votre pourquoi? Et ce pourquoi, il est extrêmement important quand on veut travailler sur une offre écotouristique et particulièrement une offre écotouristique ciblée. Pour qui et avec qui? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites en solo? Est-ce que c'est quelque chose où vous avez besoin de partenaires, etc. Dans les 3 études de cas que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai intégré un peu tous ces parcours en fonction des besoins et des clients avec qui nous avons travaillé. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui suis-je pour vous parler d'écotourisme, d'entrepreneuriat et de structure projet? Donc, j'ai envie de dire, moi, j'ai 5 vies d'éco-entrepreneur. D'abord, j'ai toujours été entrepreneur. À l'âge de 18 ans, quand j'ai fini mes études, pour moi, c'était évident. Vivre de ma passion était quelque chose d'essentiel. Et donc, quand on veut vivre de sa passion, difficile d'être salarié. Donc, j'ai toujours opté pour l'entrepreneuriat. Et ma première étape, au fait, de vie a été d'être chercheur. Donc, moi, je suis écologue, je suis docteur en écologie. Donc, la nature, c'est vraiment quelque chose que je porte depuis enfant, depuis toute petite. Moi, j'ai grandi dans mon jardin et mes premiers jeux, c'était de jouer avec les fleurs de mon jardin, les animaux et les insectes. Et je me suis dit, mais c'est ça la vie et c'est ça ce que j'ai envie de faire. Et c'est finalement ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma vie de chercheur au Muséum d'histoire naturelle à Paris.
en tant qu'entomologiste, donc j'étudiais les petits insectes et c'est comme ça que j'ai commencé à voyager, donc à travers d'abord le pourtour méditerranéen pour aller étudier mes insectes. Et j'ai découvert que finalement, associer la recherche au voyage, à la découverte et à l'expertise, c'était super intéressant. Et donc, j'ai exploré les sentiers. Je suis sortie au fait des sentiers battus, ce qui m'a permis de découvrir 5 nouvelles espèces pour la science, dont une qui a été majeure et qui m'a ouvert des laboratoires et des universités auxquelles je ne pensais pas. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à comprendre que je pouvais aller beaucoup plus loin que la recherche fondamentale, que je pouvais aller dans la valorisation de mon travail, que je pouvais faire découvrir autrement la nature, que si je voulais protéger la nature, eh bien, c'était bien que je la partage, que je la fasse découvrir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vivre une grande aventure, déjà à voyager, moi. Et puis finalement, un jour, j'ai décidé de, OK, ça c'est ma deuxième passion et je vais en faire mon métier. Et donc, je suis allée me former en écotourisme au Canada et je suis revenue en France. Quand je suis revenue en 95, nous étions 2 experts dans ce domaine pour toute la France. Donc, c'est pour vous dire que très vite, on a été juste envahi de demandes et de dossiers. Et en effet, pendant 30 ans, je n'ai pas levé le pied. Puisque j'ai travaillé d'abord avec tout le réseau des aires protégées pour la mise en place d'un outil qui s'appelle la Charte européenne du tourisme durable, qui est aujourd'hui appliquée dans plus de 700 parcs à l'échelle de l'Europe et qu'on a aujourd'hui aussi transféré à travers le monde. Fort de cette expérience, on m'a fait appel pour faire la même chose pour les déserts du monde. Et là, je me suis lancée dans une aventure extraordinaire qui a duré 15 ans et qui m'a emmené au-delà d'être l'expert, de me mettre vraiment au service du vivant, au service des populations locales et surtout au service de l'entrepreneuriat. Parce que finalement, quand on met l'humain au cœur de tout ça, eh bien, en étant un entrepreneur, on peut tout faire. Et voilà comment j'ai accompagné plus de 125 projets dans 23 pays, 125 000 entrepreneurs et j'ai co-créé avec 2 territoires, 2 destinations qui sont aujourd'hui au rang de destinations d'excellence. Et parmi les 90 plus belles destinations au monde, donc celle de la vallée d'Uzis et celle de la Garrotxa en Catalogne. À partir de là, j'ai un peu levé le pied parce que j'avais moi aussi besoin de créer ma propre destination. Aujourd'hui, je suis installée dans le parc national de Porquerolles et je partage ma passion avec des entrepreneurs qui ont envie à leur tour, grâce à leur projet, de créer leur destination. Mais il y a des clés pour faire de votre projet, de votre offre, cette offre ciblée, une espèce de micro-destination à part entière finalement. Et il y a un cycle vertueux de cette offre qui commence par votre vision. Et votre vision, elle est liée à votre identité personnelle. De quoi avez-vous envie? Quel est votre rêve? Est-ce que quand on pense à une offre de séjour ou d'accompagnement, peu importe la forme de ce séjour, mais quand on est dans ce domaine-là du service au voyage, à l'écotourisme et autres, et particulièrement à l'écotourisme, eh bien, c'est qu'on a une vision liée à des valeurs qui sont nos valeurs hautes. Eh bien, où est-ce que vous vous situez par rapport à ça? À partir de là, on peut commencer à créer votre USP, ce qu'on appelle votre Unique Specific Product, parce que dans une offre, c'est aussi un produit. Vous allez avoir plusieurs services autour de votre thème, autour de ce qui vous tient à cœur et ce que vous avez envie de cibler comme séjour, comme thématique, comme service, comme structure, etc. Ce qui va vous relier naturellement à votre niche de marché dédiée. Et cette niche de marché, vous pouvez l'aborder de plein de façons différentes. Vous pouvez en faire des nomades qui vont passer de chez vous à quelqu'un d'autre, etc. Vous pouvez en effet créer une offre attractive dans la durée qui va fidéliser d'abord votre clientèle, voire en faire vos ambassadeurs. C'est toute mon histoire avec la Mongolie. Je vous en donne quelques pépites aujourd'hui.
et qui a changé beaucoup de choses pour la famille Badbayar. Donc, votre offre, je pourrais dire votre projet, une offre pour moi c'est un projet à part entière, c'est vous. Elle part de vos besoins, des ressources que vous avez aujourd'hui, des ressources dont vous avez besoin pour créer ce projet. Parce que qui dit projet dit ressources. Ressources en temps, ressources en énergie, ressources en argent, d'accord? Ressources en disponibilité. Donc, toutes ces ressources, où vous en êtes dans toutes ces ressources? Est-ce qu'elles sont disponibles, pas disponibles? Est-ce que vous avez besoin de dégager toutes ces ressources aujourd'hui pour pouvoir vous occuper de votre projet et passer à l'étape suivante? Donc, c'est vraiment important au début de clarifier toute cette partie-là. Enfin, quelles sont vos valeurs hautes? Et je dis bien vos valeurs hautes, c'est-à-dire, ok, est-ce qu'il y a en vous une graine de visionnaire? En tout cas, dans ce que j'ai lu, oui, il y a des graines de visionnaire dans les personnes qui sont là. Et je sais que quand on est visionnaire, c'est à la fois ce qu'on aime nous fait vibrer, mais à la fois c'est aussi notre talon d'Achille parce que finalement, on n'est pas toujours vraiment compris par les autres. On ne sait pas comment traduire notre message pour le mettre à la hauteur de notre client, pour qu'il intègre, etc. et qu'il se dise « ouais, c'est ça ce que je veux, c'est là où je vais aller ». Et donc, on a besoin de clarté, on a besoin de prendre du recul, de la hauteur là-dessus. De ces points-là vont dépendre les premiers éléments, les premiers ingrédients que vous allez structurer pour commencer à dessiner cette offre sur le papier. Votre vision, votre feuille de route, vos ressources vont définir toute votre feuille de route. Votre GPS en 2 mots. Votre temps, il va vous permettre justement de structurer. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais dans 3 mois? Qu'est-ce que je fais dans 6 mois? Qu'est-ce que je fais dans 10 ans? L'argent, ça va aussi vous permettre de structurer tout votre écosystème projet, écosystème partenarial. Est-ce que j'ai besoin d'aller chercher des fonds? Est-ce qu'il va falloir que je fasse un prêt? Est-ce qu'il faut que je me fasse accompagner, etc. C'est autant de questions essentielles qui fait que, eh bien, en grande partie, vous êtes là aujourd'hui parce que vous êtes dans ce questionnement et vous cherchez des solutions. Vos valeurs hautes vont vous connecter à votre clientèle et particulièrement à votre client idéal, celui qui va avoir envie de porter ce projet avec vous. Et ils existent, ces clients. Vous avez ceux qui vous épuisent, bien sûr, et vous avez aussi votre client. Plus vous allez organiser ce message, eh bien, plus vous allez l'atteindre, ces clients. Et du coup, plus vous allez être dans la clarté, plus l'expérience que vous allez proposer grâce à votre offre ciblée et à votre séjour va être forte. Donc, votre offre ou votre projet doit avoir un impact direct et un lien direct avec votre client et votre marché. Et tout ça, on l'intègre et on le prend en considération quand on commence à réfléchir et à structurer le projet. Pour ne pas perdre de temps après, une fois qu'on s'est lancé, eh bien, il faut que le projet avance, il faut que le projet soit rentable dans les 2 ans qui viennent et c'est tout à fait possible. Et puis, avec une visibilité. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, eh bien, clairement, le tourisme a beaucoup souffert de la crise, mais ce qui est évident, c'est que les saisons touristiques, en tout cas la saison touristique de l'année dernière, donc estivale, la nouvelle saison touristique de cette année, vont être en surchauffe totale, puisque en plus, tous les Français vont pas pouvoir peut-être encore voyager dans certains pays. Par conséquent, on va encore, je pense que cet été sera encore une saison où on va beaucoup voyager chez nous. Et ce qui ressort, en tout cas de la demande, c'est OK, on a tous besoin de nature, on a tous besoin de respirer. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup d'être là ce soir. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui alors qu'on est déconfiné, que vous pourriez être sur une terrasse en train de siroter un jus de fruits ou une pina colada, c'est que le sujet vous intéresse. Et c'est que c'est important pour vous. Et si c'est important pour vous, sachez que c'est aussi important pour moi aujourd'hui de vraiment aider d'autres personnes eh bien, à vivre avec la nature, le partager à travers des projets, des séjours et particulièrement dans le domaine de l'écotourisme parce qu'il y a tellement encore à faire dans ce domaine. On a tellement, c'est un marché sur lesquels, franchement, on a plein de choses à faire dans les 10, 20, 30
années qui viennent, et particulièrement dans les 10 années. Et les premiers vraiment qui vont se positionner différemment dans ce marché, mais qui vont aller chercher une différence très, très, très unique et spécifique, j'y reviendrai tout à l'heure, eh bien, je peux vous dire que ils vont avoir 15 ans d'avance. Et vous savez que les pionniers, ils se taillent aussi la part du lion. Alors, là, j'ai quelques questions et vous pouvez vous poser ces questions. Votre offre, est-ce qu'elle est unique? Ça veut dire quoi une offre unique? Elle est unique pour votre marché. Elle va se différencier de tout ce qui se fait. Je donne un exemple. Aujourd'hui, dans le panel des offres de bien-être, il y en a pléthore. Ceux qui font du yoga, ceux qui font du massage, etc. On appelle ça des offres thématiques. Dans le monde de l'écotourisme, j'appelle ça des offres généralistes parce que tout le monde aujourd'hui propose une offre de massage. À quel moment je vais créer quelque chose de complètement unique là-dedans qui va faire que mes clients ils vont avoir envie de venir faire X milliers de kilomètres pour découvrir une expérience absolument unique. J'aurais même pu vous la mettre sur le séjour en Mongolie. Peut-être je vous le ferai une autre fois et vous verrez qu'ils ont des offres, par exemple, de bien-être qui sont uniques au monde. Vous ne trouvez ça nulle part ailleurs. Là, on est sur quelque chose de plus ciblé. Mais pour aujourd'hui, je vous ai choisi une autre expérience. La deuxième chose, c'est que votre offre, donc ça c'est par rapport à votre marché, d'accord? Je sors de la concurrence. La deuxième chose, c'est est-ce que votre offre est désirée? Et je dis bien désirée parce que quand on parle du séjour ou du voyage, on est dans une part de rêve et elle est importante. Mais il est difficile de vendre du rêve si on ne rêve pas soi-même. Désirée par vos clients idéaux. Si elle est désirée par votre client, il y a une adéquation entre ce que vous allez proposer et pas seulement la demande. Bien sûr que la demande est là, mais dans cette demande, vous allez vous adresser à votre niche de marché. Et croyez-moi, c'est complètement différent et ça change tout dans la vie d'une entreprise, particulièrement quand on passe par des hauts et des bas, comme c'est le cas actuellement avec ce que nous traversons. Troisième point, c'est faire rêver. Pour permettre l'évasion et faire rêver, c'est ce qui va permettre au final aux clients de vous choisir vous. Bien sûr qu'il y a la tarification, mais quand vous allez commencer à rentrer dans quelque chose de ciblé, d'autres critères vont rentrer en jeu. Et quand on a passé une année compliquée comme celle-là, bien, je peux vous dire qu'on ne va pas trop regarder son porte-monnaie. On a un budget, mais à un moment, c'est qu'est-ce qui va nous faire vibrer? Qu'est-ce qui va nous dire, oui, là, il y a de l'évasion, donc c'est là que je vais aller. C'est là où je vais aller passer mon séjour, où je vais emmener mes amis ou ma famille ou mes enfants. Dans l'écotourisme, il est important que notre offre ait du sens et encore plus aujourd'hui dans une société où tout le monde est en quête de sens, de renouveau, où on se remet en question. Et donc, le voyage, c'est vraiment une période où malgré tout, c'est le bon moment au fait de prendre du recul par rapport aussi à plein de choses. Pourquoi? Pour créer de la valeur dans le voyage que je vais proposer à mon client. Inspirer pour permettre à votre client de donner aussi du sens à son séjour. Donc, c'est une notion de contribution. Et apporter de la valeur, c'est pour sortir de la balance rapport qualité-prix. Et enfin, la fidélisation va vous permettre d'aller vers créer vos propres ambassadeurs. Et puis, en s'adressant à une niche, et bien là, vous misez sur la viabilité et sur le long terme. Alors, qualifiez votre offre thématique. À qui vous vous adressez et quels sont concrètement les nouveaux besoins post-Covid? Alors, je vous le résume en quelques points, mais l'année dernière, j'ai fait toute une étude sur la base de plus de 150 interviews, contacts, rendez-vous et autres, où on a analysé les nouvelles demandes et aussi les résultats de la saison dernière. Ce qui vaut d'ailleurs qu'aujourd'hui, en PACA, on a lancé avec la région, le réseau des parcs, donc de la filière écotouristique et les entreprises engagées dans les solutions éco-responsables, tout un atelier pour réfléchir quelles sont finalement les éco-solutions adaptées aux entreprises écotouristiques
en PACA et ça se passe le 25 juin. Et puis, j'espère que cet atelier réussira et je le dupliquerai avec ses partenaires sur d'autres territoires. Donc, s'il y a une personne, d'ailleurs ici, de la région PACA, n'hésitez pas à m'envoyer un mail parce que vous pourriez participer à cet atelier où on a vraiment condensé tous les éléments qui permettent justement à une entreprise d'être éco-responsable, de créer une offre écotouristique, de rentrer dans une filière, etc. Puisqu'aujourd'hui, il y a aussi des financements de l'État, n'est-ce pas, sur ce type de projet. Et il y a un fonds, d'accord, touristique qui a été alloué à l'ADEME d'ailleurs sur tout ce qui est éco-responsable en tourisme durable. Donc, les besoins sont la nature, le ressourcement, se réinventer, le retour à la campagne, la conscience de la nature, le zéro déchet, même s'il y a beaucoup à faire sur le zéro déchet avec la clientèle, le sens et respirer. Un des chiffres qui est assez intéressant et qui est sorti l'année dernière, c'est que les entreprises touristiques sur la même saison ont fait 40% de plus de chiffre d'affaires. Alors évidemment, ils n'ont pas travaillé non plus pendant plusieurs mois, mais globalement, voilà, je pense que dans l'ensemble, les choses sont rééquilibrées. En revanche, ce qui a été constaté à l'échelle des territoires, c'est beaucoup plus de nuisances, d'énormes problèmes de gestion de déchets. Il y a eu des réunions spécifiques à l'échelle des gestionnaires de destination pour la gestion des déchets sur les plages, sur les sentiers et autres, du vandalisme. Il y a eu énormément d'accidents, de gens qui allaient randonner sans être encadrés, sans savoir où ils allaient, etc. Donc, il y a beaucoup d'incivilité. Et finalement, on se dit que des conflits d'usage avec les populations locales, avec les riverains. Donc voilà, donc franchement, il y a eu plein de retours de ce sens-là. Et aujourd'hui, on a analysé cela et on s'est dit, mais finalement, pourquoi? Vous avez vu, par exemple, que la ville de Marseille, cette année, fait une anti-campagne pour ne pas recevoir de clientèle. Parce que finalement, eh bien, entre les clients que l'on reçoit et la rentabilité finale, quand on doit gérer tous ces problèmes, eh bien, en réalité, la destination globale n'est pas rentable. Votre projet est un élément de cette destination. Mais j'en parlerai pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je reste focus avec vous sur l'offre. Alors, c'est quoi la différence simplement entre une offre de tourisme de nature, tout ce que je viens de vous dire, et l'écotourisme? Eh bien, l'offre de tourisme de nature va s'adresser et attirer une clientèle généraliste qui vient tout simplement aimer, qui aime la nature et qui vient à la découverte de la nature. Tout le monde aime la nature. Créer une relation avec la nature, c'est une étape, c'est l'étape suivante. Alors que la clientèle écotouristique, eh bien, c'est une clientèle qui vient rechercher cette expérience avec la nature. Donc, c'est un connaisseur et il vient parce qu'il veut créer pendant ce séjour un lien spécifique avec le vivant et la nature. Ça, c'est vraiment ce que je partage dans tous les stages que je mets en place. Comment je crée ce lien à travers un itinéraire. Une offre de tourisme de nature peut être éco-responsable, d'accord, mais voilà, je peux avoir un packaging éco-responsable, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas à un moment piétiner les ganivelles, parce que pour moi, c'est juste une dune qui est là et que ça n'a pas d'importance, alors que cette dune, eh bien, on ne sait pas que, par exemple, elle va protéger tout l'écosystème, par exemple, marin de Posidonie sur 300 mètres. Donc, en deux mots, quand je piétine la dune, je détruis aussi une partie de tout l'écosystème de la bande nourricière, de la première bande nourricière de l'écosystème marin des Posidonies. Donc, vous voyez, voilà, c'est cet effet cumulé qui est extrêmement important. Mais en même temps, ce touriste, il n'a pas envie de savoir ça. Alors que l'écotouriste, il a envie de savoir ça. Il a envie de contribuer à préserver ça. Et peut-être même qu'il a envie de faire des actions pour jouer un rôle là-dedans. J'ai monté plusieurs produits, par exemple pour les Vosges du Nord, les Highland Cattle, dans les Cévennes, en Angleterre, dans le parc national d'Exmoor, où vraiment les visiteurs, dans les Abruzzes, c'est une offre énorme où le visiteur vient, pas pour faire de l'éco-volontariat, vraiment pour apporter une contribution spécifique. Et puis, on doit organiser ça, parce que s'il le fait, il faut aussi qu'il puisse le valoriser, le montrer, etc., etc.
Et en même temps, c'est comme ça que vous allez faire votre pub et que vous allez non seulement fidéliser ce client, mais ce client, il va vous en ramener 10. Et le bouche à oreille, ça reste le créneau d'acquisition de clients et de leur fidélisation le plus important et le plus fort. Mais tout ça, ça ne se construit pas, mes amis, au moment de la communication. C'est déjà trop tard. Ça se construit dans la vision que vous allez commencer à avoir et dans la manière dont vous allez structurer cette offre pour que naturellement, elle amène ce processus-là. Le tourisme de la nature, le consommateur de destination, il est infidèle, il va zapper. Lui, ce qu'il veut, c'est de voir des paysages. Donc, cette année, il les voit en Bretagne, l'année prochaine en Normandie, puis dans 2 ans, il repartira au Portugal, en Espagne, en Italie. C'est ça qui l'intéresse. L'écotouriste, parce qu'il y a un profil très spécifique, on en parlera lors de la prochaine masterclass, va jouer un rôle grâce à l'expérience unique que vous allez lui proposer parce que votre offre, vous allez la calibrer. Donc, globalement, c'est de passer d'une offre généraliste de pleine nature à une offre spécialisée qui va être basée sur cette expérience qui part de vous, sur l'offre, c'est-à-dire comment vous allez construire le projet, sur l'investissement, qu'est-ce que vous allez investir en temps, énergie, ressources, argent, sur comment vous allez faire votre ciblage par rapport à votre client et votre niche, et enfin, sur comment vous allez fidéliser votre client grâce à une gamification de thématiques différenciées de cette offre, d'accord? Alors, comment ça peut se traduire? Déjà, il faut savoir que sur ce type de projet écotouristique, eh bien, entre le moment où vous commencez à réfléchir au projet et vous le mettez en place et que les choses se structurent, il se joue 1, 2 ans et pour certains jusqu'à 3 années. D'accord? Donc, plus vite vous allez clarifier toutes ces étapes et vous mettre en route, eh bien, plus vite vous allez raccourcir ce temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on fait tout ce travail en amont, dès que vous commencez à travailler votre offre écotouristique, vous commencez à la vendre. Parce que c'est tout le sens du contenu pédagogique de l'offre. Alors, mon premier exemple, il est en France, d'accord? On va commencer par la France cette année. Donc, ça se passe dans les Alpes-Maritimes, dans le parc national du Mercantour. Et donc, comme je sais qu'il y a des personnes qui sont en reconversion, osez cultiver du safran à 1500 mètres d'altitude, c'est un sacré challenge pour une urbaine qui a eu un vrai coup de cœur pour cette plante et qui a décidé du jour au lendemain de changer de vie. Donc, c'est l'histoire de Caroline et de sa famille, une parisienne qui a tout quitté et qui a investi dans une ferme avec un territoire à 1500, un terrain à 1500 mètres dans la vallée du Lubaï pour cultiver le safran. Alors évidemment, le safran, c'est une plante extrêmement fragile, sensible, c'est une saison très particulière. Et puis une fois qu'on a cultivé le safran et qu'on a eu le nectar, qu'est-ce qu'on fait le reste de l'année? C'est comme tous ceux qui axent leur séjour uniquement sur une saison. L'avantage de travailler en écotourisme, c'est que la nature, c'est 4 saisons et une offre écotouristique, c'est 4 saisons. Et vous pouvez la décliner sur 4 saisons. Et au fait, ce produit, c'est comment on peut passer de la transformation d'un produit naturel à l'école de la nature. Et c'est vraiment ce qu'on a fait avec Caroline dans le cadre de tout un programme sur le Mercantour. Donc d'abord, on a fait, à l'époque, c'était une étude de faisabilité, mais je dirais, voilà, toute cette étape de clarification, etc. Pourquoi elle voulait le faire, comment, où est-ce qu'elle se voyait dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, etc. Et à partir de là, eh bien, ça a été de lui faire comprendre qu'elle pouvait faire tout ça toute seule, mais elle pouvait aussi intégrer un projet de destination, puisqu'elle était dans un espace protégé, ce qu'elle a fait. Et du coup, elle a bénéficié d'un accompagnement. Et du coup, on a commencé d'abord par structurer toute l'offre autour du safran, c'est-à-dire autour de la fleur qui lui tenait à cœur et pour laquelle elle avait envie d'entreprendre tout cela. Ensuite, on a travaillé sur toute la filière de transformation de la fleur. Ensuite, sur toute la pédagogie, pas
de ce qu'elle voulait dire, la pédagogie de ce que l'expérience de la culture du safran apporte à 1500 mètres. Donc, quand on a commencé à parler de son safran, ça n'avait rien à voir avec l'expérience, puisque le safran est une plante majeure, par exemple au Maroc, voilà, où on expérimente la culture du safran ou de la rose de Grasse, rien à voir. On est rentré dans quelque chose d'extrêmement différencié que voilà, on était sur du terroir, mais ce terroir était lié à l'histoire de Caroline, à sa famille, à ce qu'elle avait envie d'apporter. Et du coup, au bout d'une année, tout ça, ça a donné un tel produit pédagogique que du coup, elle s'est dit, mais je vais aménager maintenant des espaces pour accueillir, d'abord pour faire des goûters, ensuite pour faire découvrir les produits. Et du coup, ça a donné lieu à sa boutique en ligne, puis en réel. Et enfin, eh bien, lorsque elle avait vendu tous ses produits et qu'il n'y avait pas de safran, parce qu'à 1500 mètres dans les bas, il neige et autres, qu'est-ce que je fais l'hiver? Eh bien, c'est comme ça que l'hiver, elle s'est orientée vers les enfants, vers l'école, et elle a créé une véritable école de nature où aujourd'hui, elle transmet ce contenu pédagogique, ce qui lui a valu d'autres partenariats, donc du coup de travailler avec le territoire, de travailler avec le parc, d'être portée, etc., etc. Et tout cela, eh bien, on l'a conçu en amont, grâce à cette vision. Et c'est cette vision qu'elle a redéclinée. Et là où d'autres passeraient 10 ans, eh bien, pour Caroline, ça s'est joué en 3 ans. Aujourd'hui, elle a une offre sur les 4 saisons, avec des séjours de vacances, des séjours de découverte et une école, et l'école de la nature. Ça, c'est pas très loin de chez moi, ici, dans les Alpes-Maritimes. La deuxième étude de cas, qui est un véritable coup de cœur pour moi, ça a été la Mongolie. Et la rencontre avec cet homme, qui est un vrai chuchoteur, au fait. Et vous savez qu'en Mongolie, les animaux ont une vie semi-sauvage. Donc, il y a un lien très spécifique entre l'homme et l'animal. Et il y a 5-6 ans, je ne me souviens plus très bien, mais il y a eu ils ont eu un très très grand froid et ils ont perdu plus de 2 millions de bêtes, ce qui est énorme pour la Mongolie. D'accord, la Mongolie, c'est 2 millions d'habitants, 1 million à Ulaanbaatar et tout le reste sont éparpillés dans la diversité de ce pays. Et donc, M. Badbayar vraiment voulait préserver la vie sauvage des chevaux, mais il ne savait pas comment. Et puis, on s'est rencontrés lors d'un voyage que j'avais fait avec des amis. Et son histoire nous a beaucoup touchés. Cette histoire, cette rencontre aussi avec la grande faune sauvage, avec les grands espaces, nous a énormément touchés. Donc, j'étais avec 2 amis tour opérateurs. Un autre ami donc, qui, lui, était spécialiste d'un magazine qui faisait des films aussi. Et donc, on a décidé pendant nos vacances, de chacun lui apporter une petite graine pour commencer. Donc moi, je commençais à réfléchir à une offre, on a commencé à réfléchir à un film, puis à un magazine, et on s'est amusé en faisant ça. Et puis, on a, en revanche, ce qui était intéressant, donc la biodiversité, donc toujours un problème à résoudre. Eh bien, vous savez que le cheval de Mongolie est un cheval extrêmement intéressant et qu'il y a une sous-espèce qui est le cheval de Przewalski, d'accord. Et ça a commencé par un programme entre le parc national des Cévennes, où on a réintroduit où ce cheval est, et donc il est retourné à nouveau en Mongolie, et tout est parti de là. Et donc, on a rencontré une famille, et à partir de là, on a commencé à travailler sur la réintégration de ce cheval semi-sauvage dans la vie du peuple cavalier mongol. Et donc, ils ont créé un premier campement dans les pré-steppes du désert de Gobi. Et ce premier campement, donc c'est vraiment la communauté. Donc là, on est sur un principe d'écotourisme communautaire en lien avec la préservation d'une espèce. Et de la préservation de cette espèce, on a monté pour eux un projet. Donc après, on a été financé, d'accord, dans le cadre d'un programme de coopération. Un
projet de préservation, 2, comment on va mettre en face cette rencontre unique, comment on peut créer une offre, on l'a créée, on l'a appelée Premier Galop, et on a proposé cette offre qui était complètement à la découverte à un groupe de personnes, à un groupe testeur. Et donc, on a eu une vingtaine de personnes qui ont dit « on part ». Ce qui nous a permis, et ce qui a permis de faire le film, ce qui a permis aussi de monter le programme avec le Parc national des Cévennes, de mettre un programme pédagogique autour de la préservation de cette espèce qui est unique, puisque les Mongols, aujourd'hui, sont le dernier peuple cavalier aussi de la planète, et le projet cinématographique, et enfin, le projet de coopération. Et tout ça est parti d'une seule personne, de cette personne-là. C'était son rêve, au fait. Et là, j'ai envie de revenir à quelque chose peut-être aussi de plus subtil, c'est que quand on porte en soi un rêve, eh bien, à un moment ou à un autre, on arrive à faire rêver une autre personne. Mais pour ça, quelle que soit l'idée de votre projet, il faut l'amener dans vos valeurs les plus hautes. Oubliez vos tracas, oubliez toutes les questions qui vous posent. Imaginez qu'à un moment, tout est possible. Qu'est-ce que vous feriez? Comment vous feriez? Et à qui vous feriez appel pour vous aider à passer à l'étape suivante? Et une fois que vous avez posé ça dans vos valeurs les plus hautes, eh bien, vous verrez que le comment va arriver d'une manière ou d'une autre. Mais comme vous avez structuré ce projet, c'est aussi ce qui va vous attirer vos partenaires, vos clients, les finances, les moyens, etc. Et ça, j'insiste beaucoup sur cette partie parce que beaucoup d'entrepreneurs, quand ils ont un projet, eh bien, ils sont dans leurs valeurs basses. C'est-à-dire qu'ils se posent la question de comment je vais me faire, où est-ce que je vais trouver l'argent, comment je vais me faire accompagner. Bref, toutes les questions qui angoissent, qui stressent, qui font que eh bien, je suis dans la difficulté de. Alors que c'est l'inverse. Si je structure le projet, j'ai une feuille de route. Et grâce à cette feuille de route, eh bien, je vais enfin pouvoir avancer sur la suite. Ça devient ce que j'appelle, je rentre dans une démarche de progrès, dans une démarche où chaque étape a des ingrédients bien précis que je dois mettre en place. Je sais quels sont les ingrédients, je sais quelles sont les étapes, je sais ce que j'ai à faire. Donc, j'ai juste besoin de suivre une étape après l'autre. Je sais que, eh bien, pour la vision que j'ai, c'est 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans. Et ça se fait. On a réhabilité toutes les oasis en 2 années, en partant d'un caillou. Et voilà comment cette histoire, c'est 2 années de travail. Et à partir de là, eh bien, le campement nomade et cette offre est devenue une offre, on en a même parlé à la télévision, hein, et après, ils ont créé une association. Enfin, voilà, après voilà, aujourd'hui, il y a même le STDC, qui est le Sustainable Center of Ecotourisme en Mongolie, qui fait des choses extraordinaires. La troisième étude de cas, c'est, je vais vous parler d'un écologe. Donc, je reviens encore une fois dans le Mercantour. Et donc, cet écologe, c'est vraiment se fondre dans la nature, se fondre dans l'écosystème. Alors, pourquoi je reviens à cette... Parce que si vous voulez, par exemple, créer... Je sais qu'il y a des personnes qui veulent faire de l'accompagnement du séjour et de l'accueil. Eh bien, l'hébergement est le centre, c'est le pilier de toute votre offre écotouristique. Et créer un écologe, c'est être à l'intérieur de la nature, en même temps chez soi. Et donc, l'écologe d'Irina, le Moonlight, au fait, ça a été une maison qui a été complètement réhabilitée en zone périphérique, d'accord, du parc national. On n'est pas très loin du parc Alou, du parc Alpha. Et l'idée ici, c'est vraiment de travailler le bois et de travailler les contours du lieu, puisque c'est un site qui est forestier, c'est avec une rivière sauvage. Et Irina, donc, dont le mari était aussi architecte et qui avait envie aujourd'hui de faire autre chose. Alors, c'est très rigolo parce que c'était un architecte, mais dans
tout ce qui était classique et il avait vraiment envie de sortir des sentiers battus. Elle avait un côté extrêmement artistique et le travail, ça a été vraiment de les amener à marier leurs deux compétences pour créer cette Ecolodge. Tout ce que vous voyez, c'est que du recyclage. Et ils ont vraiment retravaillé les matériaux, etc. Et après, on a vraiment suivi les contours du lieu, du site, qui était un site escarpé, pas simple, etc. Et on a travaillé avec la nature. Donc là, par exemple, donc il y avait une mare qui était complètement naturelle, c'est celle que vous voyez ici. Et on est parti de cette mare pour créer ce que vous voyez ici, c'est le bassin en lagunage, mais ça, c'est la piscine naturelle. Et donc, l'idée, c'était ça, c'était toujours d'être dans la continuité, je reste sur la courbe, je rentre dans le processus de la nature, je ne fais pas que la mimer, je la copie, voire même, eh bien, je vais tout simplement transposer ce qu'elle a fait ici. Ici, c'est encore beaucoup plus simple en réalité parce que ça demande moins d'énergie, beaucoup moins de moyens. D'accord? Donc, si vous voulez faire la même piscine en totalité, ça vous coûte 30 000 euros. Alors que là, on a mis à peine 10 000 euros, par exemple, pour faire cette piscine en lagunage parce qu'on a juste mimé l'écosystème qui était là et on a juste adapté quelques critères pour que ce soit OK pour la baignade par la filtration naturelle. Donc, c'est ça aussi, mais la nature, c'est je gagne sur les coûts, sur le temps, sur l'énergie, sur l'investissement, sur tout. Parce que ce que sait faire la nature, mais elle a tellement plus de génie que nous, on a juste à la laisser faire. Donc, la question, c'est comment je vais d'abord observer ce qu'elle fait, et c'est même pas moi qui fais, je lui recrée les éléments pour qu'elle puisse le faire pour moi et je la laisse faire. Et ça, c'est aussi l'enseignement qu'on a eu depuis qu'on est confiné. On voit très bien que partout où on a laissé la nature tranquille, elle a su se refaire une santé. Et aujourd'hui, on revoit des espèces qu'on n'avait pas fait. Et ça, c'est vraiment l'histoire de cette Ecolodge. Donc là, par exemple, ce que vous voyez, ce fût, c'était un arbre, d'accord? Et donc, cet arbre était mort. Et donc, on a gardé la structure de l'arbre et on en a fait, au fait, la douche et ainsi de suite. Voilà, donc ici, c'est tout du réutilisé, etc., etc. Et puis, après, tout le séjour, tout l'itinéraire est autour de l'eau et des activités autour de l'eau et notamment eh bien, autour de la pêche à la truite, voilà, de la pêche à la mouche notamment. Donc, on est vraiment aussi sur du slow tourisme, on est vraiment sur, voilà, c'est un espace de détente, c'est un espace artistique, c'est un espace de réflexion, etc. C'est un espace où, par exemple, son choix, c'était elle ne fait pas de restauration. Voilà, vous avez de quoi faire du thé, du café, mais tout ce qui est restauration et autres, donc bah, vous allez dans le village ou un restaurateur qui est pas très loin. Son concept, et elle est pleine toute l'année, d'accord? Elle est 2 fois plus chère que tous les hébergements autour d'elle. Et aujourd'hui, ces délais d'attente sont de 1 an pour pouvoir aller séjourner. Donc, c'est pour vous dire, là encore, quand vous avez un concept, ce n'est pas parce que vous allez rajouter des services que vous aurez plus de monde, vous serez plus attractif. C'est parce que vous allez tellement affiner ce que vous voulez faire que l'expérience, elle va être tellement exceptionnelle, elle va tellement interpeller les gens qui vont venir que du coup, ils vont avoir envie de rester, ils vont en parler parce que bah, ils ont vécu ça nulle part ailleurs et que bah, ça va faire que votre offre, elle est ciblée, elle est unique et elle est désirée par votre client idéal. Donc, voilà 3 exemples complètement différents, mais toujours avec le même principe où on va chercher cette offre ciblée et le projet tourne autour de ça pour construire un projet unique et du coup un projet viable. Mais tout ça, comme vous l'avez vu, ça se planifie. Voilà, je pourrais continuer des heures à vous parler de tout ça parce que moi, c'est juste ma passion et que
je suis toujours émerveillée par tous les projets, toutes les idées de projets qui peuvent exister et comment ensuite les mettre en œuvre et les voir prospérer, les voir évoluer, avancer. La question est, et vous? Où en êtes-vous de votre projet ou de l'idée de votre projet ou de l'étape de votre projet ou de l'ambition de ce projet? Chaque projet, vous l'avez vu, est complètement unique, même si dans la démarche, il y a une unicité. Après, dans le travail, dans la finesse, c'est comme la ruche, il faut vraiment décortiquer chaque étape et voir comment chaque étape s'imbrique ou pas, et qu'est-ce qui est le plus simple et comment passer à l'étape suivante, etc. Moi, ce que je vous propose, c'est vraiment voilà, si aujourd'hui vous avez envie d'avancer sur cette idée de projet, c'est de nous retrouver pour un rendez-vous stratégique de 45 minutes ensemble, où eh bien, on va échanger, ne serait-ce que vous aider à clarifier bien cette étape et peut-être votre prochain pas pour réaliser votre projet ou votre idée au fait de projet. Alors, comment ça se passe? Donc, quand on prend rendez-vous, au fait, ça se passe comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez un lien, je crois, qui est là, dans le chat, ou que vous recevrez aussi demain par mail ou tout à l'heure par mail. Mais sinon, vous l'avez ici dans le chat. Eh bien, vous sélectionnez la plage horaire qui vous correspond et qui est compatible aussi avec mon agenda. À l'heure du rendez-vous, donc soit on le fait par téléphone, soit on le fait par Skype. Quand vous allez cliquer pour réserver votre rendez-vous, vous avez un questionnaire et je vous invite vraiment à y répondre parce que moi, ça va me permettre de le lire exactement comme voilà, je prends connaissance de tous les éléments que vous nous partagez quand vous vous inscrivez. Et bien là, c'est pareil pour préparer au fait ce rendez-vous. Et puis, on se retrouve pour le rendez-vous pour échanger autour de votre projet. Je vais voir si on a encore un petit peu de temps par rapport à la plateforme. Voilà, s'il y en a qui veulent me poser des questions, je peux prendre une ou deux questions. Sinon, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous. Alors, il y en a qui sont là pour des idées. Virginie, j'adore, très intéressant. Je dois filer, je veux absolument le replay pour la suite. Alors oui, vous recevrez aussi le replay d'ici lundi, le temps de télécharger, de le mettre en place. Très intéressant, merci de partager votre passion. Très bien. Voilà, donc je vous souhaite en tout cas une très très belle fin de journée. N'hésitez pas à prendre rendez-vous et à me partager où vous en êtes de votre projet. Qu'est-ce qui vous bloque si vous avez une difficulté, ou en tout cas, quelle est l'étape qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes en quête de réflexion, d'idées et autres. Et comment aimeriez-vous passer l'étape suivante à vous de voir dans les exemples. J'espère que les exemples que je vous ai partagés vous ont inspiré et puis vous ont montré le lien entre la structure très, très classique, enfin ce que j'ai présenté au début, et comment après on pouvait traduire ça de manière concrète sur le terrain grâce à une idée de projet, une vision, un rêve, une envie. Donc, voilà. Excellent après-midi à vous. On vous envoie le replay, on vous envoie le lien pour prendre rendez-vous et je vous dis à très bientôt pour échanger de vive voix autour de votre projet.